Bonjour à tous, on va parler du Vietnam. Donc tous ces podcasts ou ces enregistrements YouTube, je vais voir sur quel format je vais les distribuer, vont traiter de parcours à travers le monde sur les 5 continents et à peu près une soixantaine de pays. Donc c'est une tâche ardue. Ça va s'articuler entre les conseils pratiques pour s'y rendre et les anecdotes. Alors il y a des conseils pratiques qui auront plus courts, mais on va les dire quand même parce que ça pourra rappeler des souvenirs à certains et voir aussi ce qui se faisait avant, dans un monde où le voyage était quand même plus aisé, plus facile. Alors, le Vietnam, pourquoi le Vietnam? Je commence par celui-là, parce que c'était pas mon premier grand voyage, j'avais déjà plus de 10 ans d'expérience, mais on va dire c'est le pays qui m'a et qui nous a le plus fasciné, parce qu'on partait toujours avec une bande de potes. Ce qui était compliqué, c'était de faire coïncider les jours de congé et le planning de tout le monde. Et l'année d'avant, on s'était retrouvé avec un pote à Bali, en Indonésie, et on regardait des rizières magnifiques, mais on trouvait que cela avait un petit peu de connotation mécanique, un petit peu moderne. Et par moments, on pouvait apercevoir des lieux où on disait ah tiens là c'est quand même sympa. Et le collègue me dit mais là si tu veux voir des choses comme ça, il faut aller au Vietnam. Et ni une ni deux, l'année d'après, on s'est rendu au Vietnam. Alors il faut savoir qu'à cette époque, le Vietnam venait d'ouvrir les frontières depuis à peine 15 jours et les Américains ne pouvaient pas s'y rendre. Ils n'avaient pas l'autorisation puisque les deux pays étaient encore en conflit, non plus ouverts comme guerre, mais toujours en conflit, dans la mesure où ils ne reconnaissaient pas les prisonniers américains. Le Vietnam disait qu'ils n'en avaient pas, les Américains disaient qu'il y en avait. Donc voilà, la situation était gelée. Il y avait seulement deux compagnies, la Vietnam Airlines et Air France, qui s'y rendaient. Et nous avions pris la taille jusqu'à Bangkok et après Vietnam Airlines pour les lignes intérieures. On avait vu, alors, Vietnam Airlines, il faut savoir que Air France n'avait jamais arrêté malgré tout ce qui a pu se passer comme événement politique. Voilà, c'était la seule compagnie qui internationale, on va dire, qui pouvait se poser au Vietnam à l'époque. Nous pensons que c'était dû au fait que les accords de paix avec les Américains avaient été signés en France. Je pourrais pas vous dire la date, mais enfin, on va dire que c'était au milieu des années 70. La France était un grand pays au niveau diplomatique. C'est moins le cas aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était quelque chose qui comptait assez fort, notamment dans les années 60, mais 70, elle avait encore, on va dire, pas une certaine influence, mais une influence prépondérante. Par exemple, une des choses pour laquelle on a perdu l'influence, il faut savoir que Alcatel-Lucent avait déposé les câbles sous-marins pour tout l'Internet. 98% des communications mondiales passent pas par les satellites, mais passent par les câbles. Et c'était posé, et là maintenant, c'était fait par Alcatel-Lucent, qui a été vendu il y a une dizaine d'années. On ne dira pas le nom du ministre qui l'a vendu, mais ça a été vendu aux Finlandais ou à Nokia, un truc comme ça, un pays d'Europe septentrionale. Et quand vous discutez à l'international, vous asseyez à une table au Conseil de l'ONU et que vous dites moi j'ai quelque chose à dire, et on vous écoute. Parce qu'en fait, vous pouvez couper la communication de tout le monde. Donc voilà, petit aparté. Par la suite, donc on se retrouve au Vietnam, passant, comme je vous ai dit, par Vietnam Airlines pour le vol régional, puisque c'était Bangkok-Hanoï. On avait vu au départ de Roissy, puisqu'on attendait notre vol, Paris jusqu'à Bangkok. On a attendu un moment et on a eu le temps de voir justement les préparatifs du vol concurrent de Vietnam Airlines qui avait des pilotes français à son commandement. Et le pilote leur faisait, alors c'était amusant parce que tout le personnel de bord était de ravissantes vietnamiennes, et le commandant de bord faisait des rondes de jambes et s'amusait à donner des conseils, etc., etc. Donc voilà, il était très content de son équipage. Pour la petite histoire, quand on arrive à Hanoï, à l'aéroport, c'est la nuit, et on a, enfin la nuit, le crépuscule, on va dire, et on voit de vieux appareils qui sont là sur la piste délabrée, et on a un choc là d'entrée. On se dit putain,
on dirait encore la guerre contre les Français à l'époque. Voilà, on a l'impression qu'on va voir surgir Bijard là, qui va prendre l'avion. Il y avait des vieux, de vieux appareils là, un peu délaissés. Et bon, les formalités faites, on trouve un taxi, mais bon, c'est pas vraiment des officiels, etc., etc. Et le type essaye de nous entuber parce que il veut prendre un parcours plus long. Je dis non, 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 mais on sait que, en fait, on n'était jamais venu, mais on y a fait croire qu'on était venu. Ça s'est reproduit la deuxième année, voilà. Bon, et on est, en fait, bon, après, il a accepté de passer là où on y a dit parce que c'était plus court. Et on a l'image d'un cochon qui est attaché sur le porte-bagages d'une moto et on n'arrive pas à le doubler. Et alors, on voit l'œil du cochon, la narine, le museau. On aurait pu mettre les doigts dans le museau. Voilà, c'était leur problème était les transports et donc tout se faisait en 2 roues et les vélos étaient surchargés. Et les vélos, on voyait plus le vélo. Vous pouvez rechercher sur internet, il y a des photos. Ils guident le vélo avec un bâton qui est rentré dans le guidon. Et le vélo est surchargé. Il faut savoir qu'avec les vélos, ils ont gagné la guerre quand même contre les Français. À Dien Bien Phu, j'en reparlerai sur un autre, parce que je vais essayer de le faire en 3 parties, parce que je pense qu'il va y en avoir pour 3 fois 1 heure. À Dien Bien Phu, ils avaient monté tous les canons en contre-pente sur des... parce que là, à Dien Bien Phu, c'est une cuvette. Imaginez un grand stade, beaucoup plus grand, c'est la forme d'un grand stade, mais bon, plusieurs kilomètres de long. Et il descend de montagne à plus de 2000. Et donc, ils avaient monté tout ça dans la jungle, jour après jour. Voilà, donc le vélo, c'était quand même c'est quelque chose d'important chez eux. C'était, parce que bon, maintenant, ça l'est moins, ça s'est mécanisé. Et nous voilà arrivés dans un hôtel qui nous était recommandé par un guide livre. Et on avait un problème avec ces guides livres parce que il y avait un guide français qui est pas le plus connu, mais qui donnait pas mal de mauvaises indications. Le plus connu des guides français, bien sûr, je peux pas dire les noms, tout le monde comprendra. Le plus connu des guides français n'avait pas encore été édité. Et on avait un guide, un autre là, qui était, le type avait beaucoup d'humour pour faire ce guide, mais c'était pas ça au niveau technique. Et j'avais regardé dans un endroit où on vend beaucoup de documents, beaucoup de CD, beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs comme ça là, vous voyez ce que je veux dire, qui sont dans les grandes villes. Eh bien, j'avais découvert un nouvel ouvrage. J'ai dit putain, c'est sympa, c'est bien fait, c'est bien documenté, etc. Et je dis à mon pote, écoute, j'en ai déjà acheté 2, achète-le, il est bien. Et bon, il a pas acheté. Et donc, celui-là, il nous aurait bien servi. Parce que bon, on s'est retrouvé dans un hôtel où, derrière le comptoir, à l'enregistrement, et derrière le réceptionniste, on voyait des rats qui montaient le long des câbles de téléphone. Je peux vous dire que le téléphone, là, à cette époque-là, dans des pays comme ça, c'est pas, il n'y avait pas les WhatsApp et compagnie, et même le téléphone de filière, c'était une gageure. Donc, les gens, ils recevaient des cartes postales. Et donc, on se retrouve là, dans cet hôtel, il n'y avait rien qui fonctionnait. Personne parlait anglais, mais ils vous disaient qu'ils parlaient anglais parce qu'ils veulent pas perdre la face quand on leur pose la question. Ils vous disent que oui, et puis après, vous dites 3 mots en anglais. Au petit déjeuner, je voudrais du café, coffee, milk. Bon, et là, plus personne comprend rien. Il rit, voilà, il riait. Bon, et puis, voilà. Alors, et puis, en français non plus. En revanche, les personnes âgées, une fois dans une pharmacie, j'étais en quête je me rappelle plus ce que j'avais oublié. Bon, à la pharmacie, je lui demande si elle préfère que je parle français ou anglais. Et elle m'a regardé avec les yeux chavirés de bonheur. Elle m'a dit, ah, français. Et voilà. Donc, ça devait évoquer des choses assez importantes chez eux. Et puis, il y avait encore envoyé des personnes avec un certain âge, habillées avec des costumes, des bérets. Je me rappelle, lors d'un 3e séjour, un type à Caoban qui avait arrêté un collègue qui était avec moi et rien que pour lui dire des vers poèmes parce que les Vietnamiens sont très 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 férus de poèmes et c'est un peu pour ça que ça avait matché avec là, je prends le mot anglais mais ça avait collé avec les Français parce que bon quand même en poésie les Français ont des auteurs célèbres très très pointus là-dessus avec beaucoup d'émotions bon il y a peu de pays qui ont autant de personnes de ce calibre-là, de faire vous pouvez penser à Verlaine, ou ils ont peu d'équivalents dans le monde entier. Il
y a peu. Ils ont des écrivains dans le monde entier, mais des poètes comme nous on a eu, avec des rimes sur les trucs. Bon, je pense bien sûr à Victor Hugo, capable d'écrire des bouquins comme La légende des siècles, c'est-à-dire l'histoire du monde en vers. Là, je sais pas si quelqu'un, peut-être en Chine, ça a peut-être été fait, peut-être, mais bon, je pense pas à ma connaissance. Dites-le dans les commentaires si vous avez trouvé quelqu'un qui a fait ça, des pays je sais que ça existe, hein, la poésie, l'Iran en a, mais bon, au niveau français, là-dessus, voilà. C'est une de nos caractéristiques. Et donc, bon, Hanoï, le matin au réveil, et là, c'est le choc de l'Asie. C'était fabuleux. La densité, à ce croisement qui était en dessous de l'hôtel, on a juste envie, puis on l'a fait, quoi. On prend l'envie, on le fait, s'asseoir sur le trottoir et regarder. Et là, c'est un spectacle, c'est fabuleux. Ça se croise, et il n'y a pas de voiture. Voilà, c'était ça, il n'y avait pas de voiture. Il y avait à cette époque, donc la date c'est 94, oui, 94, et il y avait 2 voitures par jour. C'est-à-dire la voiture qui passait, en général, c'était une traction Citroën noire. C'est pas en général, c'était ça. Il n'y avait pas d'autre chose. Et puis après, le reste, c'était que des vélos. Tout le monde, alors tous les garçons étaient habillés, avaient un casque colonial, vert kaki, qui était le casque du Viet Minh. Alors c'était un casque souple, hein, c'est pas un casque lourd, un casque, on va dire, qui est en tissu, un matériau léger. Et ils avaient une veste de combat, comme un uniforme, c'était tous pareil. Et il y a aussi, bon, les filles, alors en tenue à Hodai, mais alors là, beaucoup plus dans le sud, la tenue à Hodai, ça ressemble à une tenue une robe de mariée. C'est très, 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 très joli. C'est tout blanc. Elles mettent des gants en même temps qui montent jusqu'au coude pour protéger du soleil parce qu'il faut pas bronzer. Voilà, il faut être le plus blanc possible. Le chapeau, un chapeau chinois. Et puis autour du cou, en général, une mousseline. Alors voilà, le vélo, la mousseline, cette tenue à Hodai qui a des fois un petit peu des trucs, des manches, alors ça serre un peu, mais ça va en s'évasant forcément sous laine pour pouvoir donner de l'aisance dans les mouvements. Et ça crée sur le vélo, ça a tendance à prendre l'air, le vent relatif, et on a l'impression que la personne vole et qu'elle ne fait pas du vélo, quoi. C'est très et puis les Asiatiques ont cette particularité de prendre des objets avec une forme comme nous on toucherait un animal ou un corps humain. Et je pense que c'est dû aux traditions bouddhistes qui disent peut y avoir des esprits partout. D'ailleurs, bon, c'est pour ça qu'il se vexe pas, qu'il rit tout le temps, parce que le type, il a son vélo rempli de victuailles, surchargé, comme je vous l'ai dit. Le vélo se casse la figure, ben ça le fait rire, parce que pour lui, c'est un esprit farceur qui est venu et qui a poussé le vélo. Donc en fait, il s'énerve jamais comme nous, quoi. Voilà, parce qu'ils disent bon, c'est pas ma faute, hein, c'est un esprit qui s'amuse avec moi, quoi. Donc voilà, ces filles-là avaient une grâce assez extraordinaire. Et on bascule dans un monde et un voyage à travers le temps. Voilà. Et c'était ça notre credo, aller voir les pays qui s'ouvraient et être les tout premiers. Chaque fois, être les tout premiers, parce que il n'y avait pas encore le côté touristique et c'était vraiment nature. À côté de notre hôtel, il y avait une scierie, donc il y avait des effluves de bois de santal. C'était assez extraordinaire, cette odeur-là permanente. Et alors, elle flotte un petit peu partout dans la ville. Elle flottait, parce que bon, Hanoï a bien changé. Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'immeubles avant, hein. Maintenant, tapez une photo d'Hanoï, c'est des immeubles, des buildings. Bon, voilà, ça n'a plus rien à voir. Et ils ont gardé le centre-ville, mais avant, en périphérie, bon là, il n'y avait pas d'immeubles. On les a vus, on a vu les premiers se construire. Exactement, avec des pelles mécaniques sud-coréennes, et c'était en 97. Voilà, et ben là, lorsqu'on a fait ça, on a dit bon, lorsqu'on a vu ça, on a arrêté parce que c'était un pays, on a eu tellement de belles choses à voir. Que bon, on voulait rester sur une très très bonne impression. On se retrouve donc la journée, on cherche à trouver un coiffeur, on l'a trouvé, alors c'est les coiffeurs dans la rue, alors, tout marche par rue. Il y a une rue où il y a les coiffeurs, il y a une rue où il y a la plus connue de tout le monde, c'est la rue de la Soie, puis après la rue des artisans ferronniers, la rue des potiers. Alors c'est pratique dans un sens parce que les gens se font concurrence et vous avez les prix qui sont bas. Et après, vous n'avez pas à chercher à courir partout, dire tiens, il faut que je ça. Voilà, vous allez chaque fois dans la bonne rue, il y a tout. Et puis s'il n'y a pas le modèle qui vous convient, il y en a toujours un à côté.
la rue de la soie et puis la rue des vêtements. Et on avait acheté, alors la personne avait mis la photo d'un acteur célèbre dans son magasin parce qu'ils étaient venus là, et de François Mitterrand qui était aussi venu dans ce magasin. Et j'avais acheté, je me rappelle plus, un petit vêtement en soie sauvage. Voilà, c'était on ne trouvait pas trop, c'était assez compliqué de trouver ça, même encore en ce moment. Et j'avais acheté aussi 2 sacs de couchage pour mettre dans les duvets en soie. Et bon, là-bas, ça valait que dalle, hein, mais en France, c'est un certain prix. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça prend pas de place, parce que la soie, c'est le textile au monde qui se plie le plus et qui prend le moins de place. C'est pour cela que les parachutes sont en soie. Bon, maintenant, je pense qu'ils sont en soie synthétique, les nouveaux, mais auparavant, ils étaient en vraie soie. Et puis là-bas, bon, c'est quand même le pays de la soie, hein, la Chine, ça vient de là. Là, vous savez que c'est fait avec un verre qui est sur un arbre qui s'appelle le mûrier, et ils font ça depuis des centaines d'années. Et puis aussi le teinte. Alors ça, c'est plutôt dans les paysans des hautes régions. Ils font tout eux-mêmes. Ils y vont en autarcie, donc ils fabriquent leurs vêtements. Et puis les teintes. Il y a un truc aussi là qui s'appelle, tous les dockers du monde dont ça s'appelle le bleu de Chine. Voilà, c'est une espèce de jean, une veste, et qui est avec du bleu teinté de là-bas. Je me rappelle plus le nom de la plante qui fait ça. Ça me revient dans l'indigo. Je sais pas, c'est la couleur indigo, quoi, voilà. Après, donc, une fois qu'on avait trouvé le coiffeur, on déambule, et le soir, on se trouve dans un restaurant moyen. Et pareil, on a toujours le choc de l'Asie parce que on traverse Hanoï avec des cyclopouses. On négocie, alors tout se faisait en dollars, hein. Ça, les Vietnamiens, des fois, se demandaient, mais qui c'est qui a gagné la guerre? C'est nous ou les Américains? Parce qu'on paye le dollar, ils couraient après. Et ont négocié les prix. Bon, bien entendu, à l'arrivée, ils disaient mais non, mais c'est plus cher, je t'ai pas dit ça. Bon, il fallait répéter, montrer. C'était $1 tout cyclo, voilà, $1 pour 2 vélos. Et on promenait et on a l'impression qu'on va se faire écraser parce que on dirait un parc d'attraction, parce que il y a une foire d'empoigne partout, des véhicules partout, et 2 roues, hein, que je vous ai dit, hein, c'est des 2 roues, très peu de motos. Mais bon, ça, étant donné qu'on est mis devant et que l'autre pédale comme un dératé, voir qu'il essaye de faire la course avec son collègue, voilà. Donc c'est sympa, ça donne des sensations. Donc voilà, resto, bouffe vietnamienne moyenne sur les premiers contacts. Et puis on va voir alors ça marchait, les agences de voyage, il y en avait que 3, c'était des guest house. Et en même temps, bon, ils faisaient les petits repas. Et ils s'occupaient d'organiser des séjours. Mais alors c'était fait artisanalement. Et on négocie pour aller voir la baie d'Along, forcément. Et donc moi, on conclut nos tarifs, et le lendemain, ils passent nous prendre, petit minibus, et nous voilà partis. Alors à l'époque, il n'y avait pas de pont pour y aller à la baie d'Along, donc on devait franchir tous les arroyos. Enfin, c'était pas vraiment des arroyos. Les arroyos, c'est dans le sud du Vietnam. Arroyos, ça veut dire que ce sont des canaux, mais là, c'était des bras de rivière. Bien entendu, on avait franchi le fleuve sur le pont d'Oumer, fleuve rouge. Et ce pont d'Oumer a une histoire. C'est le pont qui a été fait à l'époque où Doumer était au gouvernement français, d'où son nom. Président du Conseil, vous me direz si je me trompe, parce que là je dis des choses de mémoire et de tête sans avoir pris de notes. Et ce pont a résisté à tous les bombardements américains. Voilà, ils n'ont jamais pu l'attraper. Et donc ça, c'était une stupéfaction aussi, hein, parce qu'on se demandait comment on allait découvrir Hanoï, hein. Il y a eu la guerre, la guerre s'était arrêtée 20 ans auparavant, mais plus personne n'était allé là-bas dans ce pays, donc on savait pas ce qu'on allait trouver. Et on voit ce pont là qui est encore entretenu, et bon voilà, ça a un petit pincement au cœur pour les Français. On s'est dit tiens, voilà, on a laissé quelque chose qui sert encore. Et donc on s'en va sur la route pour le nord. On arrive sur Haiphong. Haiphong, bon, rien, c'est une ville côtière, minière pour du charbon. Il faut savoir que les Français, en fait, avaient dans l'idée, avec le Vietnam, quand ils ont fait la conquête, ils l'ont fait d'ailleurs, ils ont fait un train qui allait jusqu'à la frontière chinoise, donc en direction du nord-ouest, et parce qu'ils voulaient des mines de charbon aussi, du Yunnan, etc., etc. Voilà, c'était leur idée. J'avais rencontré par la suite la fille de l'ingénieur de cette fameuse ligne là du Vietnam. On avait, je pense qu'elle doit être décédée maintenant parce qu'elle avait un certain âge déjà, et elle était revenue. Alors après, elle était là-bas
elle était enceinte en Chine quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Et elle est revenue enceinte à cheval. Enfin bon, c'était un périple assez époustouflant. Et donc voilà, on passe pardon à Haiphong et on se retrouve à Halong. Et là pareil, alors on va dans un guest house, on trouve un hôtel. Bon, c'était pas extraordinaire, mais là on s'en foutait. Ce qu'on voulait, c'était visiter la baie. Et chose qui n'existe plus et qui n'a plus existé l'année d'après. Là, c'était magique. Là, c'était magique parce que tous les bateaux avaient des voiles. Et alors les voiles à la chinoise, hein, comme au temps des jonques chinoises là du Moyen Âge. Et c'était assez pareil. C'est ça la grâce des choses qui se déplacent sans bruit. Voilà. Et ça, c'est assez fabuleux. Donc, on se retrouve dans la baie d'Along, on navigue, et il y avait beaucoup de nationalités sur le bateau. Il y avait un Brésilien, il y avait quelques Anglais, il y avait enfin des Européens, voilà, un Suisse, un Belge. Donc, c'était assez sympa. Et puis, on a visité, on est parti après une après-midi, puis on est retourné un matin aussi. On s'est baigné dedans, on a mangé. Alors là, après le bain, il y avait des nems. Et comme je suis ressorti le premier de l'eau, je me suis retrouvé à être le premier au buffet. J'ai attendu que tout le monde arrive par courtoisie, parce que bon, c'était présenté, voilà. Et puis j'ai attaqué le premier. Et quand tout le monde a été là, quand tout le monde a commencé, je tourne vers pas le patron, mais fait, je sais pas, le chef cuisinier ou le guide, et je lui dis en anglais, j'ai dit mais il y a du chien là-dedans. Ça a un goût de chien mouillé, tout ça. Il me dit oui, il y a du chien. Alors là, la voisine à côté, elle a de suite tout vomi par-dessus bord. Plus personne n'a rien touché, bon voilà. Et parce que là-bas, ils mangent les chiens. Et effectivement, on les trouvait sur la route dans des petits paniers. Pareil, sur les vélos ou dans quelques camions qui étaient... Ah oui, il y avait des camions 1000 kilos qu'ils appelaient. C'est des vieux Renault. Et des vieux Renault, il y avait des vieux camions Renault. Et donc là, il y avait plein de petites cages, des petits chiens, ils mangent ça. Il faut savoir qu'aussi que tous les paysans ont des trappes dès qu'ils ont l'open de terre, ils font une serre, c'est-à-dire ils creusent le sol, ils mettent de l'eau et puis ils mettent des carpes dedans. Les carpes, ça a la particularité de pouvoir vraiment vivre en promiscuité. Elles sont collées les unes aux autres, et puis c'est facile à nourrir, c'est pas très regardant. Et pareil en mer. Alors en mer, ils mettent, peut-être c'est un voisin, je veux dire, une cousine à la carpe, ou enfin, je ne sais rien. Bon, en tout cas, c'est des casiers qui sont immergés à côté des cales de bateau. Et au cas où la pêche, à l'époque, bon, elle était quand même assez conséquente. Donc, une fois qu'on a eu fini, c'était plus une collation. On s'est redirigé pour visiter des grottes, rien d'extraordinaire. Voilà, rien d'extraordinaire. Donc après, bon, nous voilà repartis. On rentre sur Halong et puis on rencontre un hôtelier restaurateur. Il parlait très bien le français et sa femme, oui c'est sa femme, je pense que c'était pas sa sœur, mais sa femme avait été l'interprète pour Catherine Deneuve pour son fameux film Indochine, film que je vous conseille de revoir, à voir ou à revoir. Je pense qu'il y a beaucoup de scènes qui n'avaient pas été tournées au Vietnam d'ailleurs, mais la première avait été mise en scène comment ça s'appelle, à Hanoï, et elle était l'interprète. Voilà. Donc on avait eu la primeur de plein de choses. Et elle nous avait dit que Catherine Deneuve était une grande dame parce que euh, cette interprète avait été invitée lors de la première, bien entendu, et elle avait, avec des moyens de locomotion, elle avait eu des problèmes et elle avait du retard pour la cérémonie. Et Catherine Deneuve n'a pas voulu que cela commence sans qu'elle arrive. Et elle a attendu dehors, personnellement, pour la faire rentrer, etc., etc. Voilà. Et donc, c'est une anecdote que j'ai de ce monsieur. Et donc, on avait bien discuté, vous avez appris plein de choses, que sur la guerre notamment, que alors lui, bon, il avait été, étant donné qu'il avait des petits soucis médicaux, pardon, et il avait été affecté comme garde-frontière, donc il n'était pas allé dans le sud où vraiment là, ça bastonnait dur contre les Américains, hein, je parle, parce que quand c'était les Français, faut savoir que les Américains, eux, le Vietnam avait été séparé en deux parties au 16e parallèle.
pareil, je parle sans note, à vérifier, 16e ou 17e. Donc, Vietnam du Sud, Vietnam du Nord. Et les Américains avaient autant de militaires que de soldats que les Français, à part qu'ils avaient le pays 2 fois moins grand. Et que quand même, le Sud n'est pas très montagneux par rapport au Nord, qui quand même, le Nord, ce sont les contreforts himalayens. Le sommet du Nord, c'est le Fansipan, il est à 3000 mètres, à peu près. Un peu plus même. Mais, enfin, pas beaucoup plus, mais enfin, voilà. Et ce sont des blocs quand même assez abrupts. Donc, retour sur, une fois qu'on a pris congé de cette personne très sympathique à la baie d'Along, on retourne sur Hanoï. Et nous voilà en train de renégocier chauffeur, essence, parce que là, voilà, il fallait tout faire, pour aller dans un endroit qui venait de s'ouvrir. Quand j'ai dit le Vietnam s'ouvrait depuis 15 jours, en fait, c'était des zones du Vietnam qui se sont ouvertes depuis 15 jours. Le Vietnam était un peu ouvert avant. Et donc là, la partie nord qui nous intéressait, celle-là, oui, c'est à découvrir partout pour tout le monde. Et on a enfin trouvé notre bonheur avec une interprète. On nous a fait connaître une étudiante. Non, en fait, c'était une institutrice. Et à l'époque, beaucoup, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, Mitterrand avait eu une bonne idée, c'est-à-dire que il avait payé. Alors le salaire des instituteurs, c'était des francs. Je crois de mémoire, il touchait 30 francs par mois. Donc, vous voyez, ça doit faire du 5 €. Et il avait dit, voilà, ceux qui parlent français, qui apprennent le français, je prends en charge, je double le salaire. Voilà, la France avait doublé le salaire. Et cette dame nous avait demandé énormément. Alors, pareil aussi, on est allé voir l'Alliance française, ils voulaient des livres, tout ça, il manquait de livres. Alors, je leur avais fait envoyer. J'avais quelqu'un que je connaissais, enfin bon, voilà, à la poste, on avait envoyé ça dans un sac. Ils avaient reçu un paquet. Après, on s'était renseigné, c'était bien arrivé. Ils voulaient surtout des bandes dessinées parce que les gosses, pour apprendre, c'était plus facile. Voilà ce qu'ils nous avaient dit. Donc, on se retrouve avec cette dame. On avait demandé une fille, non pas, on va dire, par esprit de lubrique, mais on trouvait que les filles sont déjà plus douées pour parler les langues étrangères. Elles ont une assimilation plus facile et elles ont moins d'accent. Les garçons ont quand même des accents forts et prononcés, gutturaux, et c'est compliqué à comprendre. Et là, le chauffeur, donc, qui était très têtu, très cadré, bon, voilà, il avait reçu une éducation presque quasi militaire, donc c'était un peu compliqué avec lui. Et elle, bon, elle arrondissait les angles. Et nous voilà partis. Kwan, il s'appelait, je me rappelle son prénom. Nous voilà partis sur les routes du Nord dans une vieille Jeep russe. Alors là, bon, la Jeep russe, c'est juste le modèle au-dessus de la charrette, hein, niveau amortisseur. Et puis, il n'y a pas de quoi appuyer à la tête, ça s'arrête au milieu de dos. Bon, voilà, c'est une catastrophe. Et dès qu'on sort d'Hanoï, ça y est, on sent que là, on rentre dans le vif du sujet, on dépasse. Alors, maintenant, elles doivent être ensevelies, on ne les voit plus, mais à l'époque, elles étaient très apparentes, les fortifications des Français, qui avaient voulu, comment il s'appelle, le maréchal de Lattre de Tassigny, le maréchal de Feu. Voilà, le seul qui au Vietnam a réussi à avoir des victoires. Voilà. Une fois qu'on dépasse donc les fortifications, la route devient de plus en plus difficile. Et puis, KNKA, nous retrouvons à Cao Bang. Bon, au bout d'une journée, hein, on arrive à Cao Bang qui commence à faire nuit. Et là, la ville, on se demande où on est tombé. C'est une ville bombardée, une ville qui est écroulée. Et après, on apprend pourquoi, parce que bon, il y a eu en plus, alors, il y a eu la guerre donc avec les Français. Il y a eu la guerre avec les Chinois. Les Chinois avaient tenté une invasion du Nord-Vietnam dans les années 80. Il y en a peu qui ont retrouvé leur rizière natale parce que les Vietnamiens ont quand même mis la branlée à 3 armées, hein. La française, l'américaine et la chinoise. Voilà. Donc toujours la même tactique, hein. Tactique, on va dire, d'arts martiaux. Ils ont laissé les Chinois pénétrer dans le nord du pays et rentrer très profondément. Donc ce qui a coupé les lignes de communication et d'intendance des Chinois qui ont dû s'arrêter parce que ils attendaient l'essence, ils attendaient des munitions, tout ça. Et là, ils ont attaqué les lignes de ravitaillement. Ça fait que les unités d'infanterie, les unités d'attaque se sont retrouvées coupées de l'arrière et les ont exterminées après. Voilà. Ça fait pas de quartier, hein. Alors que pendant la guerre, les hommes faisaient le coup de main et après les femmes arrivaient avec des pieux de bambou durcis au feu pour achever les blessés. Voilà.
On n'est pas, voilà, j'aimerais dire autre chose, mais enfin, bon, voilà, ça se passe comme ça. Et donc, on arrive à Kaobang, nuit noire, peu d'électricité, etc., etc. Bon, hôtel, c'est une catastrophe, bien sûr. Et nourriture, bon, voilà, bref. Et on repart le lendemain. Bon, première accroche parce qu'on avait 5 minutes de retard, je crois même pas, avec le chauffeur. Bon, on lui dit on veut pas rentrer, on veut pas y rentrer dedans en lui disant que c'est nous qui payons, mais bon bref. Parce que surtout quand même que il y a eu un souci au niveau, nous on avait demandé tout inclus. Et bien entendu, après lui il nous a dit non mais moi mon repas et mon truc ne sont pas inclus, vous devez payer, etc., etc. Bon, enfin, il y a eu un problème là-dessus. Et après, on se retrouve vraiment dans le nord. Ils arrêtent les écoles pour faire voir les blancs, parce que les gosses connaissent pas les blancs, les premiers blancs depuis l'armée française depuis 1950, donc 94, 44 ans. Et alors les gosses nous tirent les poils aux jambes, parce que eux ils n'ont pas de poils, les Vietnamiens, donc voilà, et ils nous appellent les xilos, je crois, ça veut dire singe blanc. Mais ils sont stupéfaits, ils ont la même tête, j'ai des vidéos, on dirait qu'ils voient des martiens qui arrivent, quoi. Et les choses comme ça se passent, et puis on arrive sur ces fameuses cascades que maintenant tout le monde prend en photo, et puis on va en Chine, hein. On traverse et on va mettre un pied en Chine, histoire de dire on a mis le pied en Chine, alors qu'à l'époque là c'était complètement fermé. Et les Chinois n'avaient pas de voiture, hein. Les Chinois c'était des tracteurs, 2 roues. Ils attelaient le tracteur à une charrette, et les 2 roues de la charrette faisaient 4 roues, un véhicule à 4 roues. Voilà. Il faut savoir que la Chine, c'était un quart du produit intérieur brut français. Voilà. Et maintenant, je crois que c'est presque 4 fois plus. 4 fois plus. Non, attendez, 20 000, 3 000, ouais, peut-être même 7 fois plus. À vérifier. Voilà, pareil. Dites-le dans les commentaires. Donc ça s'est bien agrandi, hein. Bon, c'est pas la faute du citoyen lambda français, hein. Savoir qu'il y a beaucoup d'industriels français qui sont allés là-bas, qui ont fait des joint ventures et qui ont dit mais voilà, parce qu'ils connaissaient rien les Chinois, hein, ils n'avaient pas de technologie, hein. Disons que voilà, la contrepartie ça a été grosso modo, vous achetez nos dollars, parce qu'il y avait un gros problème sur le dollar à un moment donné. Enfin, il n'y a pas qu'à un moment donné, régulièrement, il y a des problèmes avec le dollar. Et donc, pour pouvoir acheter les dollars, ils ont dit on veut bien nous acheter, mais nous, on n'a rien à donner en échange. Et ben, on leur a dit, eh ben, vous allez fabriquer nos technologies, et puis comme ça, on vous les achètera, et comme ça, vous aurez des dollars. Voilà. C'est comme ça qu'on a fait les transferts de technologie et que la Chine s'est retrouvée l'atelier du monde. Voilà. Mais bon, au départ, c'est qu'on leur a expliqué, c'est pas eux qui ont trouvé tout seuls, hein. Voilà. Donc, c'est des choses quand même à rappeler. Et il y a un constructeur français qui se targuait de dire, un constructeur automobile qui faisait des publicités sur la Grande Muraille de Chine, disant voilà, c'est le futur marché mondial, on va être le leader, on va être les premiers. Bon, il fait quoi là maintenant là, hein, il fait quoi, hein, il est où? Est-ce qu'il est premier mondial? Lui, voilà, les Chinois, ils ont fait des joint ventures. C'était vous faites une usine, mais la moitié appartient aux Chinois, voire même à la totalité, et puis vous signez un papier comme quoi vous expliquez comment vous faites, et puis maintenant ben, c'est eux qui ont le lead, hein, qui sont premiers, et puis voilà, on fait avec. Par la suite, donc on retourne de ce lieu, et puis la route était démontée. C'est une piste, j'en ai rarement vu comme ça. On aurait dit qu'on descendait, montait les escaliers. Voilà, pas de ruban plat, quoi. Voilà, c'était chaotique, le sens de le dire. Donc dedans, on était démonté complètement. Et le collègue, alors on pensait que nous, on faisait une boucle et qu'il y avait un raccourci pour revenir. Et quand le type me dit, mais non, il faut revenir par le même endroit. Oh, Et alors, je vois le collègue qui était monté déjà de l'allée, je lui dis, poteau, il faut revenir par la même route. Et là, je me suis dit, il va se trouver mal, mais non. Il est tombé il s'est dédoublé en léthargie, et puis il n'a plus rien dit jusqu'au retour. Voilà. Il s'est mis en off. Voilà, il a tout débranché. Il n'a plus rien voulu savoir. Voilà. Donc, on retourne sur Kaobang. Et puis, on va sur un endroit qui s'appelle le lac Babé. Et là, ça a été fabuleux parce que c'était un endroit magique. C'était, hein, pareil, hein, ça c'est fini. Donc, on se retrouve, c'est un lac au milieu, on pourrait dire presque comme un cratère. Et bon, les gens vivent vraiment, c'était comme il y a plusieurs siècles.
Donc on a dormi dans un truc du gouvernement. Voilà, c'est vraiment très spartiate, hein. C'est le sol béton, les murs béton, le toit béton. Voilà, hein, c'est le minimum du minimum. On avait acheté un poulet au marché à Carouban. C'était la guide qui l'avait choisi. Et puis quand on est arrivé là-bas, ben on a demandé à ce qu'on nous cuisine le poulet. C'est comme ça qu'on voyait. On n'arrive pas à me dire, ah, tiens, non, il n'y a pas de resto, voilà. Et puis, bon, ben, ce qui s'est passé, ben, c'est que le poulet, ben, on a dit, mais comment, il n'y a que ça à manger. Bon, ben, bien entendu, celle qui avait préparé le poulet, elle avait pris les trois quarts, quoi. Voilà, on s'est retrouvé avec que dalle. Donc, après avoir visité le village, le lendemain, hop, bateau, tour du lac Babé, scène biblique, des femmes, une photo là, qui j'ai plus ou moins perdue, il faudrait que je la recherche, de femmes en train de pêcher, de pousser les radeaux avec des longues perches en bambou. Et puis on se retrouve à discuter, à aller dans les familles avec eux. Ils vivent sur pilotis, ils font le feu au milieu de leur maison. Voilà, ils nous expliquent leur mode de vie, tout ça. Bon, assez sympa. Et puis je sais pas qui, je faisais un collègue, il avait amené une petite vache en plastique qu'il avait trouvée en France dans un paquet de biscottes. Et donc il a filé à un gamin. Alors là, le gamin était vachement content. En plus, une vache, bon, elle ressemblait pas aux zébus, c'est un peu différent, mais bon, il était content. Il a dit voilà, chez nous, les zébus ressemblent à ça. Et bon, on a pris une photo des gens et puis on leur a dit on reviendra parce que bon, à l'époque, c'est pas les portables, rien, hein. On avait l'appareil vidéo quand même. Alors, ça les faisait rire parce qu'après on les faisait voir dans la vidéo. Et on a dit, on prend une photo et puis on reviendra vous la porter l'an prochain. Et si quand on revient, on vous la portera. Alors, ils étaient extraordinairement contents. Et on rentre donc sur Hanoï, tu retombes plus ou moins en panne, je crois, on a dû crever une fois ou deux, on voit des gens, des femmes qui vident les rizières, alors, une en face de l'autre avec des paniers à nausier, et puis elles prennent l'eau avec ce panier à nausier qui est entre les deux sur un fil, et puis elles jettent ça sur la rizière supérieure. Voilà. Et alors là, bon, il n'y a pas de canot à traverser, pas de bras de rivière à traverser, comme c'était le cas pour aller sur Along. Et à parté, j'aurais un petit retour on avait rencontré une petite fille, de avoir 7 ans à peu près, lorsqu'on attendait le bac pour traverser, lorsqu'on montait sur Along, et qui nous avait donné, elle essayait de nous vendre quelque chose, mais alors c'est une poupée, hein, la fille. Il y a des gosses, ils sont merveilleusement, ils peuvent faire de la publicité, ils sont très beaux, très très sains, voilà. Et elle nous avait vendu, essayé de nous vendre un pamplemousse. Et on l'y achetait. Et elle était tellement gentille, tellement souriante, ça valait, parce que la monnaie là-bas c'est le dong. Alors le dong, je sais pas ce que ça valait, bon, soit 1 franc, je crois que c'était 2000 dong. Et donc 2000 dong, donc des dollars, ils étaient à peut-être 6-7 francs, ça faisait 12 000 dong, et elle vendait ça à 1000 dong. Et alors on y a donné le billet de 1 dollar, parce qu'on n'avait pas de dong. Et elle voit ça, et on sent qu'elle est surprise, elle a un moment de stupeur, et puis elle met la main à sa poche pour chercher de la monnaie, et on lui dit non, c'est bon, garde le billet. Alors là, elle était contente. Et alors, elle nous a amené voir ses parents, elle nous a monté ses cahiers d'école, tout ça, etc. Bon. Et puis on l'avait revu au retour. Au retour, on l'avait recroisé. Et on parlait avec elle, puis on a pris son adresse, parce qu'on voulait lui faire un cadeau. Et on y avait envoyé un cadeau après, quand on a été à Saigon, on y a envoyé une robe. Alors, j'ai toujours son adresse, mais je sais jamais. 30 ans après, je sais pas si la robe est arrivée. Parce qu'après, quand je suis retourné au Vietnam, il y avait plus ces passages de bac, ils avaient mis des ponts, et on s'arrêtait plus dans ces villages, voilà. Et donc, c'était savoir ce qu'elle était devenue, cette gamine qui avait l'air très vive et très appliquée à l'école. Donc, hop, je referme la parenthèse sur Hanoï, sur Along, et on rentre sur Hanoï. Hanoï, on prend un avion pour aller, bon, après 2-3 jours de visite, hein, tout ce qu'on n'avait pas vu à voir, parce que bon, les guides, c'était compliqué. À un moment donné, les cyclos, alors on avait fait un tour à moto, ils s'étaient perdus. On a dû demander à traduire à quelqu'un qui parlait. Alors la personne, oui, on est allé à l'ambassade de Roumanie, qui comprenait forcément le français, lui, parce que les Roumains sont très francophiles, et donc parler, alors, je sais pas trop quoi, je crois que lui, il arrivait à parler vietnamien, ou je sais pas, il parlait à une autre personne, et cette autre personne parlait à notre mototaxi
pour qu'il puisse se réorienter, et nous amener. Il comprenait pas parce que nous on y avait dit, on fait le tour d'Hanoï, c'est-à-dire on part de là, du centre, et puis on revient au centre, on veut juste tourner. Et lui, pour lui, dans son esprit, c'était impossible de faire une course pour revenir au même endroit. Si on prend un taxi, c'est pour aller à un endroit, mais pas pour revenir ensemble. Il comprenait pas que les gens, ils étaient curieux de visiter. Voilà, les premiers touristes. Hein, pour lui, c'était une ineptie, quoi. Et on l'aurait pas arrêté. On sortait d'Hanoï, on se rendait compte qu'on n'était pas sur le bon chemin. Et après, voilà. Donc, passer ces péripéties, on se retrouve en avion, on descend. Alors pareil, là, pour payer tout, il fallait payer en liquide. Pour aller changer à la banque, on avait des traveler checks. C'était une histoire pas possible. Il faut savoir que selon les pays, à cette époque, pour changer, ça prenait 2 heures ou 3 heures. Alors, on avait beaucoup de dollars. On avait le collègue travaillant à la banque. On avait un paquet de billets de 1000 $. Et alors, bon, on a changé en dong aussi, parce que bon, alors là, l'avion, il fallait le payer en dong, il voulait pas les dollars. Enfin, bon, on est parti en dollars. Donc, ça avait été toute une histoire. Bon, attention, quand on changeait le dollar en dong, il fallait y aller avec une brouette, hein, parce que ça me faisait du volume, hein. Donc, nous voilà dans l'avion. Et les pilotes vietnamiens sont tous des anciens pilotes de chasse. Et l'atterrissage sur Nha Trang, vous sentez bien que c'est un ancien pilote de chasse. Il fait pas l'atterrissage, il fait un piqué, le mec. Vous avez le visage sur le nez du siège du passager de devant. Et puis les oreilles les tympans qui vont exploser, quoi, parce que ça descend à une vitesse, voilà, c'est impressionnant. Et Nha Trang, pareil, cette particularité, l'aéroport est enchâssé dans les montagnes, bien que ce soit au bord de la mer, mais voilà, il y a la cordillère, je vais écorcher le mot, Annamite, et donc c'est assez compliqué d'atterrir. Bon, passer l'atterrissage, je sais pas si on pourrait dire un nouveau mot, rebondissage, peut-être, ça pourrait être ça. Nous voilà dans cette station ex-balnéaire. On sent la présence, la touche américaine dans l'architecture. On sent qu'ils sont passés par là. Ils ont relooké comment ça s'appelle, des hôtels, des bâtiments, tout ça. Et Nha Trang avait la particularité d'être un spot à surf et aussi énormément de pêche à la crevette. Donc on avait des grandes crevettes de 5 presque 20 cm, voilà. Et presque 5 cm de large. Et donc, on mangeait ça sur des bras zéro. Et, chose extraordinaire pour l'Asie, il y avait du pain, puisque héritage français. Donc, avec du pain bien croustillant. Pain à l'ancienne, hein, là, il y a pas, voilà, bien croustillant. Et donc, on se régalait. Ça valait 5 francs. Voilà. Et les 5 crevettes, c'était l'équivalent de 5 francs, donc moins de 1 euro. Et puis bon, on tourne, on regarde un peu, et puis bon, il n'y a pas trop grand chose à faire. Et puis on se retrouve à Saigon. Et je ne sais pas comment on est allé à Saigon. Si on est descendu en voiture, en avion, je ne me rappelle plus. Non, je crois que c'est en avion, oui, c'est ça. On arrive à Tan Son Nhut, c'est l'aéroport. Et de ce coup, voilà, là c'est pareil, c'est pas pareil, c'est la chaleur, la moiteur. Rien à voir avec l'air de Hanoï. Et la ville, c'est encore, là, ça brasse. Et là, beaucoup de motos, beaucoup. Les vélos, il y en a pas. Mais peu de voitures quand même. Et donc, on se met en quête de trouver un chauffeur, pareil, pour aller visiter le sud, Kanto, Mito, tout ça. Alors, on trouve une voiture, c'était une Peugeot 604. Alors, autant vous dire que là-bas, une Peugeot 604, nous aurions été la reine d'Angleterre dans une Rolls-Royce, c'était la même chose quand on est sorti du petit hôtel. Tout le monde était autour de nous. Si vous voulez vous marier, c'est très facile, hein. Donc voilà, on s'en va sur Kanto, très enchanté par le marché à Kanto, enchanté par la visite des canaux. Donc on fait des allées-venues entre Saigon et tout le delta du Mékong, et puis on va visiter Cauchy. Cauchy, c'est les tunnels de la guerre du Vietnam. Il y en avait à plusieurs endroits, mais enfin bon, c'est là où ils sont le mieux conservés. Donc il faut savoir que les tunnels, ils ont servi contre les Français, ils ont servi contre les Américains. Donc les Américains, ils n'arrivaient pas à savoir où ils étaient. Ils envoyaient des Mexicains, parce que les Mexicains, ils sont plus fins, plus petits pour aller visiter les tunnels. Mais bon, les candidats, je pense que ça devait être le type qui devait aller dans les tunnels, c'est les mecs qui étaient punis, quoi, hein. Voilà, vous savez que pour ceux qui ont fait l'armée, donc maintenant il y en a moins qu'avant, mais bon, voilà, vous arrivez en retard quelque part, voilà, vous avez
ou des jours de tôle, ou des jours de corvée. Donc pendant une semaine, vous devez balayer ça, ou sortir les prisonniers, bon voilà, des corvées ou des trucs. Donc je pense que les punis, ils devaient, voilà, la punition, c'était, allez, tu vas dans les tunnels, tu vas voir ce qu'il y a. Alors le tunnel, donc on y rentrait et ils nous ont fait visiter des tunnels pour les touristes, c'est-à-dire qui étaient un peu agrandis. Et je suis rentré pour voir. Là, il faut pas être claustrophobe, hein, sinon c'est pas la peine. Mais je suis rentré dans un tunnel fait pour les Vietnamiens. Bon, j'ai eu des difficultés après pour revenir, quoi, parce que bon, une fois que vous êtes rentré, pour marcher à reculons, voilà. Et puis c'est pas vraiment étayé, quoi, c'est creusé dans la terre. Donc, enfin, vous rampez, voilà. Et dans les tunnels faits pour les touristes, donc qui est un peu agrandi, vous voyez bien l'architecture. Donc, elle est sur 3 niveaux. 3 niveaux, et vous avez même des salles d'hôpitaux à l'intérieur. On peut faire des opérations, etc. Mais bon, ça descend profond parce qu'il nous montre, à côté, il y a un cratère d'une bombe. La bombe, elle a fait une excavation de 10 mètres. Voilà. Donc, il fallait que les tunnels soient en dessous de 10 mètres. Donc, vous comptez encore 3 niveaux en dessous des 10 mètres, parce que ça devait aller au moins jusqu'à 30 mètres, je pense. Et lorsque vous rentriez, il y avait une trappe, que la personne, la dernière rentrée, fermait la trappe, et ensuite, le premier palier, il enlevait une toute petite trappe, et il y avait un pieu au fond d'un petit trou, histoire que le premier type qui arrive, qui trouve la trappe, qui rentre, tombe directement sur la première marche, on va dire, de l'escalier. Mais la première marche est très haute, hein, c'est-à-dire que vous avez à peu près 70 minimum centimètres, de façon à ce que vous tombiez sur la première marche avec tout votre poids, et là vous tombez dans un trou avec un pieu, mais qui bien entendu, à l'asiatique, hein, faut pas faire les choses à moitié, est empoisonné. Voilà. Donc vous avez intérêt à avoir des semelles de ranger avec une lame à l'intérieur. Bon, ça c'est un des pièges, hein, il y en a plusieurs. Et on fait le tour, on nous explique tout comment fonctionne, et puis on arrive dans les cuisines, et puis là il explique que la fumée sort à l'extérieur, mais pas au-dessus de la cuisine. Ça fait des canaux dérivés, alors, je sais pas trop comment ça devait s'enfumer quand même, parce que bon, pour les aérations. Puis là, il n'y avait pas de ventilateur, hein, il n'y a pas... je pense pas qu'ils aient eu des groupes électrogènes, alors, je sais pas comment ils ont fait là pour les trucs. Mais bon, on ne sentait pas... on manquait pas d'oxygène. Et donc, à la fin de la visite, on boit un thé. Là-bas, c'est quand même le thé, moi, ça fait partie des... On boit du thé souvent. Et donc, on boit un thé. Et je lui pose la question, ils n'ont pas d'humour, hein. Là, c'est quelque chose, il faut pas, c'est assez chatouilleux. Et je lui dis, est-ce que les Américains qui venaient visiter là, pendant la guerre, vous leur offriez le thé? Voilà. Bon, donc la personne, elle était très constipée. On avait un traducteur là. Bon. Et voilà. Et alors après, il y avait aussi des stands pour tirer aux armes de guerre, tout ce qu'ils avaient pu récupérer. Donc les gens qui avaient envie de se faire plaisir, ils faisaient ça. Et sur la suite, donc au retour, il faut dire aussi quand même l'ambiance des Arroyos, parce qu'à la télé on peut voir des images, mais c'est pas pareil. On dirait que la végétation, elle est métallisée. Quand vous voyez à la télé, pourtant maintenant bon la définition est quand même beaucoup plus jolie, mais quand vous voyez des images ou des photos à la télé, bon vous voyez les arbres verts, d'accord. Mais là-bas, le vert, c'est du vert métallisé. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et puis la luminosité. Comme je dis toujours, pour les gens qui ont voyagé, ça va leur parler. Pour ceux qui n'ont pas voyagé, il faut vous dire que dans ces pays, quand en France le soleil est au zénith au mois de juin, c'est-à-dire au plus haut de l'année, là-bas il est bas. Hein. Voilà, vous doublez le truc. Donc la lumière, elle est blanche, vous voyez, elle frappe quoi. Voilà, elle éblouit et tout reluit. Parce que bon, comme il y a beaucoup d'eau, donc la végétation elle est en folie. Et on pourrait presque, je pense, si on filme, on doit pouvoir voir la progression de la plante quasiment à l'œil nu, quoi. Et on dit que le bambou, il y a des bambous qui poussent jusqu'à 2 mètres par jour. Voilà, d'après ce que j'ai entendu. Alors je sais pas, à vérifier. Donc Arroyo, visiter encore des petits marchés, tout ça, etc. Vraiment, on s'est régalé. Et on rentre sur Saigon. Saigon, on visite, mais en fait, on visite 1 heure, et puis après, on va s'allonger dans la chambre, parce qu'on est crevé, on est mort, on est fracassé, il fait 42, mais poisseux. C'est-à-dire 42 qui pègue, c'est-à-dire que quand vous respirez de l'eau. Voilà, donc c'est une ville qui est quand même assez pénible. On regarde, bon, ce qu'il disait un peu du temps de la colonisation, rue Catina, on regarde les édifices qui avaient eu lieu du temps des Français, on visite des parcs, et puis on va visiter aussi alors ils ont changé le nom diplomatiquement,
Au début, c'était le musée des crimes de guerre américains. Voilà. Alors, je crois que maintenant, ils ont enlevé crimes de guerre, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Et là, il y a les fœtus. Alors, il faut avoir un peu le cœur bien accroché. Il y a des fœtus d'enfants nés après les bombardements chimiques des Américains. Et je crois que ça s'appelait ça la maladie orange. Ou ça portait le nom de orange, le produit que balançaient les Américains parce qu'ils en avaient marre des forêts. Parce que le Viet Minh se cachait dans les forêts, donc les Américains ils ont dit on va raser les forêts. Et donc ils ont envoyé ces agents, l'agent orange, voilà c'est ça. L'agent orange, ils ont envoyé ça en pulvérisation pour tuer les forêts. Et donc, par la suite, les gens qui ont eu des gosses, ben, ils ont eu des monstres. Alors, vous avez des cyclopes. Voilà. Il y a des cyclopes, des types avec des yeux et avec un œil, qui sont dans du formol, c'est des fœtus. Ils sont conservés. D'autres qui ont les mains, il n'y a pas de bras. Les mains sont au niveau de l'épaule. Voilà, c'est des trucs, c'est impressionnant. Donc après, bon, il y avait soit pareil, d'autres armes. Voilà. Il faudrait faire un truc à part, parce que sur la guerre du Vietnam, sur les deux guerres du Vietnam, parce que c'est quand même c'était imprégné à cette époque-là, voilà, il le ressentait, quoi, parce que pratiquement tout le monde avait fait la guerre ou des deux guerres, voilà. Donc c'était très, très, très prégnant chez eux. Bon, puis bien entendu, il y a eu les deux côtés, puisqu'il y avait de l'armée de Diem, c'est-à-dire c'était le, le président dictateur de l'époque. Il y avait des Vietnamiens donc qui étaient pour les Américains et puis d'autres comme d'autres qui avaient été pour les Français et puis d'autres qui étaient pour le Viet Minh. Mais bon, maintenant, alors ils avaient changé le nom. Les Américains n'avaient plus appelé Viet Minh, ils l'avaient appelé Viet Cong. Mais bon, c'était la même chose. Et mais bon, après, quand vous interrogez les gens, tout le monde vous disait mais non, c'est la résistance. Bon, voilà, c'est normal. Et pas un qui allait dire, surtout que bon, il aurait pu avoir des ennuis encore. Donc voilà, c'est déjà assez compliqué comme ça, la vie. Sinon, Saigon, ben, c'est que, comme je l'ai dit, c'est que des motos. Et alors maintenant, j'imagine, ça doit être quelque chose de fou furieux. Retour enchanté de ce premier séjour. Retour dans le froid du mois de novembre en France, avec des gens qui sourient moins, etc., etc. Voilà ben voilà, ça nous en sommes à 59 minutes. Et je disais, je vais faire quelque chose d'une heure. Donc, suite au prochain numéro, puisqu'on y est allé 3 fois, et puis d'autres pays. Donc, je vais mettre tout ça en ligne. Je vais en mettre plusieurs d'un seul coup. Alors, maintenant que je me rappelle, petite modif par rapport à l'arrivée sur Saigon, nous y sommes allés en voiture. Voilà, c'était pas l'avion, c'était la seconde fois. Nous avons descendu Nha Trang, descendu oui parce qu'on va vers le sud. Nous avons filé sur Saigon en voiture de location. Et ce qui a fait dire à Poto, donc mon partenaire de voyage, lorsque nous traversions des régions sablonneuses, ça lui faisait penser au Brésil à une zone qui s'appelle les Lençois de Maranhão. Je vais essayer de chercher en même temps que je parle, mais non, ça n'apparaît pas. Maranhão, je crois que c'est un truc comme ça. Lençois de Maranhão. Donc c'est des dunes qui sont envahies un peu par la mer. Et ça fait des très grandes flaques qui sont très 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 jolies. Et puis après, vous avez le plus loin sur la route, vous sentez la ville, Saigon qui arrive, son exubérance, son bruit, son dynamisme, et ça c'est assez parlant et assez frappant en rapport au nord. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, liker, mettre des commentaires, puis comme ça on peut progresser. Je peux voir des choses qui pourraient être ajoutées pour la suite. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.